Bonjour tout le monde, ce cours est destiné aux élèves de première année baccalauréat série expérimentale. C'est la troisième unité qui s'intéresse ou bien qui est consacrée pour les communications intercellulaires. Alors, pour que les cellules communiquent entre eux et pour que le corps d'un animal communique avec le milieu extérieur, il faut des systèmes de communication. Donc, la troisième unité, c'est la communication intercellulaire, c'est-à-dire entre les cellules. Le corps est constitué d'organes. Chaque organe est spécialisé dans une fonction précise pour maintenir son équilibre et contrôler les différentes fonctions. Le corps doit disposer de systèmes de communication et de corrélation entre les différents organes. Alors, pour que les organes de notre corps communiquent entre eux et contrôler l'équilibre de l'organe et du corps et contrôler les différentes fonctions physiologiques telles que la pression, la glycémie, le taux des hormones, le taux de glucose, le taux de caprice, des minéraux, ainsi de suite. Donc tout ça, il est contrôlé par des communications entre les cellules. Alors, principalement, le corps dispose de deux systèmes de communication. La communication hormonale et la communication nerveuse. Alors, la communication hormonale, c'est-à-dire deux cellules, entre deux cellules, par exemple, un message est envoyé d'une cellule à une autre. Donc, ce message soit un hormone. Donc, on parle d'une communication hormonale. Soit un influx nerveux. Donc, on parle d'une communication nerveuse. Alors, dans certains cas, ou bien dans certaines fonctions, il y a intégration de deux types de communication. Donc, parfois, on assiste seulement à la communication hormonale, parfois, on assiste à seulement une communication nerveuse, et parfois, il y a l'intégration de deux types de communication. Donc, on parle d'une communication c'est-à-dire nerveuse, hormonale, c'est-à-dire l'intégration d'un hormone et des neurones. Alors, la question principale de cette unité, quels sont donc les mécanismes de ces différents types de communication? Dans cette vidéo, on va attaquer seulement la communication hormonale. La communication hormonale, donc pour attaquer, donc on va prendre un exemple. Pour attaquer ce chapitre, on doit prendre comme exemple la glycémie. Donc, on va voir tout d'abord c'est quoi la glycémie et comment elle est régulée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une glycémie? C'est-à-dire elle vient de glucose. Alors, la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Le glucose, donc c'est un sucre à 6 carbone, donc c'est le taux de glucose dans le sang. Sa valeur chez une personne saine, يعني واحد الشخص عادي ما مصابش non diabétique يعني تعاني من مرض السكري. Une personne saine يعني ما عندوش ماشي diabétique et à jeûne depuis au moins 7 heures et d'environ يعني في ديك الصباح تقريبا كتكون عند الانسان قبل ما يفطر كتكون عنده 1 غرام بار لتر 1 غرام بار لتر اجون او قبل ما يفطر او صايم كتكون عنده اونفيرون يعني حوالي ماشي بالضبط 1 غرام بار لتر ولكن اونفيرون دونك 1 غرام بار لتر. La glycémie est mesurée par un appareil numérique, c'est le glycomètre. Donc voilà l'appareil numérique. On essaye de piquer l'un de nos doigts. Une fois la sortie de sang, on met une goutte de sang sur cette plaque de fer et on observe, on attend quelques secondes, ou bien quelques minutes et on observe le chiffre. Donc ce chiffre, il indique donc 100 grammes, 120 mg, donc soit 1,2 g par litre. Alors, la mise en évidence de la régulation
de la glycémie. Donc, comment on peut voir ou bien comment on peut montrer que la glycémie est en régulation. Par exemple, donc on prend une petite expérience, une personne saine ingère de glucose et on mesure l'évolution de sa glycémie en fonction de temps. Alors, comme vous voyez ici, donc après l'ingestion de glucose, la glycémie augmente de 0,8, hein, c'est presque 0,8 grammes par litre. La glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Alors, 0,8 grammes par litre de glucose dans le sang, c'est la glycémie. Donc, après l'ingestion, cette valeur elle passe de 0,8 jusqu'au presque 1,3 à 1,4 grammes par litre. Au cours de temps et après presque 5 heures, cette valeur revient à la valeur normale, ou bien à la valeur référentielle. Donc, lorsqu'on mange de glucose, donc, ou bien lorsqu'on mange quelque chose, donc la partie, ou bien la quantité, ou bien la glycémie augmente. Après presque 3, 4, 5 heures, donc cette valeur de glycémie revient à la valeur normale qui est presque 1 gramme par litre ou bien 0,9, 0,8 jusqu'au 0,7. Alors, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, avant l'ingestion, donc tout d'abord l'analyse, avant l'ingestion de glucose, la glycémie est de 0,9 g par litre. Juste après l'ingestion de glucose, la glycémie augmente à 1,4 g par litre. On parle de quoi? Donc, فاش كتطلع الجليسيمي شنو تنقولوا؟ une hyperglycémie. hyper c'est-à-dire يعني بافراط او زايده على يعني شي حاجه زايده على لا فالور ريفيرونسيال ولا القيمه العاديه. hyperglycémie provoquée par quoi? Par l'ingestion de glucose. Après l'hyperglycémie, la glycémie revient progressivement à sa valeur initiale, يعني كترجع تدريجيا للقيمه العاديه ديالها. Alors, comme conclusion, le retour de la glycémie ou le retour à la glycémie normale après l'hyperglycémie provoquée indique la présence dans le corps d'un mécanisme régulateur. Donc, هذيك الجليسيمي كيف ما شفنا رجعت للقيمه العاديه ديالها يعني بوحدها بلا ما نديرو حتى شي حاجه. Donc, dans notre corps, il existe un mécanisme régulateur de taux de glucose sanguin. Notre expérience après le différent jeûner, ou bien donc après un petit, donc la valeur ici c'est 0,8, après un petit déjeuner, elle augmente, elle commence à faire le retour à la valeur normale. Après le déjeuner, elle augmente encore une fois, elle reste stable, puis elle diminue, elle revient à la valeur normale. Donc ici, on assiste à une activité musculaire. Après le dîner, elle augmente à une valeur plus que 1, plus de 1 gramme par litre. Et au cours du temps, elle revient à la valeur normale, même si durant la période de sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? À chaque fois qu'on mange, il y a une augmentation et un retour. Augmentation et un retour. Augmentation et un retour. Donc, cela indique qu'il existe quelque chose, ou bien il existe un mécanisme de régulation. Donc, comme remarque, dans les conditions normales du corps, c'est-à-dire une personne qui est saine, ne souffre pas d'un diabète. Après chaque repas, la glycémie augmente, puis revient progressivement à sa valeur normale. Donc, il existe un système de régulation. Alors, mise en évidence, donc tout d'abord, on va essayer de savoir, de chercher les organes qui stockent le glucose. Alors, une petite expérience, on injecte dans le sang d'un animal une solution de glucose radioactive, c'est-à-dire qu'il est capable d'émettre des signaux et on peut par conséquent savoir où se passe ou bien le chemin de glucose injecté. Alors, radioactif par C14, le carbone 14. Et on poursuit le taux de radioactivité dans les différents organes de l'animal. Comme résultat, alors, le muscle a absorbé 26%, l'encéphale 23% a été absorbé, le foie 29%, tissu adipeux 3%, le cœur absorbe 4%, les reins 7%, les autres organes 8%. Alors, le 26% absorbé
par le muscle. Donc le muscle dans ce cas utilise 37% de cette quantité, c'est-à-dire 14% de l'unité principale. Alors 26%, 14 est utilisé, le reste est 12%. Cette 12% est emmagasiné dans les muscles. Les muscles. L'encéphale absorbe 20% est utilisé, le 3 reste emmagasiné dans l'encéphale. Vous faites attention avec le foie, il absorbe 29%. 1% est utilisé, le reste c'est 28% est emmagasiné dans le foie. Et comme vous voyez, le tissu adipeux absorbe 3%, 0,5 utilisé, 2,5 emmagasiné, le corps 4%, 1,2 utilisé, 2,8 est emmagasiné, les reins absorbent 7%, 0 utilisation, 7 emmagasiné. Les autres organes absorbent 8%, le 0,3 utilisé et le 7,7 est analysé. Et comme vous voyez ici, les organes, ou bien l'organe qui absorbe la plus grande quantité, c'est le foie. Presque la totalité de cette quantité est emmagasinée. Pour les autres organes, tels que les muscles et l'encéphale, même si il absorbe une quantité très importante, la majorité de cette quantité par ces deux organes, la majorité est utilisée, une petite quantité qui était emmagasinée. Alors, l'organe qui emmagasine la plus grande quantité, c'est le foie. Alors, le glucose arrive aux différents organes du corps qu'il absorbe à des quantités variables. Une partie du glucose absorbé est consommée par les organes. L'autre est emmagasiné. Les muscles, l'encéphale et le foie absorbent la plus grande partie de glucose. L'encéphale et les muscles en utilisent, donc l'encéphale et les muscles qui استعملوا هذيك la quantité. Le foie les magasine, le foie donc est le principal organe de stockage. Alors le principal organe de stockage de glucose, c'est le foie. Alors on va voir comment le foie stocke le glucose. Alors le glucose, ou bien c'est quoi le mécanisme? Le goût sécret de foie est dû à un sucre composé de glycogène. Donc هنا فاش كنذوقوا الكبد كنلقاوها حلوه، وهذيك الحلاوه اللي كاينه في الكبد هي ناتجه على واحد composé, c'est le glycogène. C'est un ensemble de molécules de glucose. Donc c'est N6H10O5. Alors, expérience de foie lavé de Claude Bernard. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Claude Bernard? Donc voilà, elle a essayé d'utiliser cette partie de corps, alors l'intestin grêle, la veine porte et le foie ainsi avec son vaisseau hépatique. Alors, lorsqu'on mange quelque chose, elle passe par le tube digestif, elle subit l'absorption, elle passe donc ce qui est absorbé, par exemple le glucose ou bien la nourriture, passe par la veine porte. Elle traverse le foie et elle sort. Donc le sang, il passe par la veine porte, traverse le foie, circule dans le foie et elle sort par la veine hépatique. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Claude Bernard? Elle a isolé le foie d'un chien sain avec ses veines portes. Donc voilà la veine porte et hépatique et a injecté de l'eau distillée. Donc là, elle a injecté de l'eau distillée, elle a injecté le mât distillé, distillé, il ne possède pas des éléments organiques ni minéraux. Alors, elle a injecté de l'eau distillée dans le foie à travers la veine porte. L'eau circule dans le foie et sort par la veine hépatique. Donc, elle injecte de l'eau distillée. L'eau, elle va circuler dans le foie et puis elle va sortir dans le foie et sort par la veine hépatique. En fonction de temps, elle mesure, Claude Bernard, elle a mesuré le taux de glycogène hépatique. شنو كان كيعطي؟ يعني فاش كان الماء كيدوز من لا فين lorsqu'il injecte l'eau distillée dans la veine porte qui va circuler et qui va traverser le foie et sortir par la veine hépatique.
Claude Bernard, pendant cette expérience, elle a mesuré le taux de glycogène hépatique et la quantité de glucose dans l'eau. Donc هنايا راه كان كينجيكتي غير الماء، يعني نورمالمون خص يخرج لنا غير الماء. شنو كان كيدير كلود بيرنار؟ كان كيعبر لينا la quantité de glycogène, elle mesure la quantité de glycogène hépatique et la quantité de glucose dans l'eau sortant de foie. Alors, les résultats sont sous forme de tableau. Voilà le temps en minutes, 0, 5, 10, 20, 40, 60, ainsi de suite jusqu'aux 120 minutes. Presque 12 heures. Elle a mesuré le taux de glycogène hépatique, donc divisé au point 0,3 plus, c'est-à-dire le glycogène en très grande quantité, après 5 minutes en très grande quantité, mais après 10 minutes et 20 minutes, la quantité de glycogène a diminué. Après 40 et 60 minutes, la quantité de glycogène encore en diminution. À 100 ou bien à 70 minutes, il ne reste que quelques traces de glycogène. Après 1h30 et après 2 heures de cette expérience, on n'aura plus de glycogène. En même temps, elle a mesuré le taux de glucose dans le sang. Alors, au point à 0 minute, c'est la quantité est 0. Après 5 minutes, la quantité commence à augmenter. 10, 20 et 40 minutes, la quantité de glucose est toujours en augmentation. Mais après 60 et 100 et 70 minutes, la quantité de glucose commence à diminuer. Après 1h30, il ne reste que les traces. Et après 120 minutes, il ne reste plus de glucose. Alors, comme vous voyez, le glycogène commence à diminuer jusqu'à disparaître. Et le glucose, donc le glycogène diminue jusqu'à sa disparition et le glucose commence à apparaître jusqu'aux 40 minutes et elle commence à disparaître. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Le glycogène كينقص والجليكوز كيتزاد حتى تينعدموا بجوج. دونك شنو غادي نقدروا نستخلصوا من هذه النتيجه؟ qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, comme conclusion, le foie stocke le glucose sous forme de glycogène, C6H10O5, c'est-à-dire elle peut être hydrolysée et libérée de foie sous forme de glucose. يعني هذاك le glycogène اللي في le foie, elle peut être libérée sous forme de glucose. يعني هنايا en présence de l'eau, C6H10O5N, c'est-à-dire هذا le glycogène en présence de H2O, elle va libérer, elle va se transformer en glucose. Et c'est ça l'explication. Faites attention. La mesure de la glycémie du sang de la veine porte et de la veine hépatique après une période de jeûne et après le repas dans le résultat suivant. Donc voilà, après un repas. من بعد ما كلينا واحد من بعد ما كناكلو واحد لو repas. Au niveau de la veine porte, on a une glycémie supérieure ou égale à 2,5. Et au niveau de la veine hépatique, une glycémie entre 1 à 1,2. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Donc, lorsqu'on mange, la quantité de glycémie اللي كتكون داخله الكبد هي أكبر من 2.5. أكبر من أو تساوي 2.5 واللي كتخرج من الكبد هي 1 à 1,2. Et donc, lorsque le sang passe par la solution ou bien le sang passe par le foie, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle diminue. Donc, après un repas, on assiste à quoi? On assiste à une diminution de la glycémie. Donc, qu'est-ce qu'elle t'arrive à cette glycémie ou bien à notre glucose? Donc, la seule explication, c'est qu'elle est stockée au niveau du foie sous forme de glycogène. Après un jeûne de 8 heures, la veine porte donc 0,8 glycémie. La veine porte, elle a 0,8 g par litre. Au niveau de la veine hépatique, 0,95 à 1,05. C'est-à-dire, lorsqu'on passe de la veine porte
à l'avancée hépatique à jeûne, le taux de glucose augmente. Après un repas, le taux de glucose diminue. Donc, le foie, qu'est-ce qu'il fait? Après un repas, elle stocke le glucose. À jeûne, elle libère le glucose selon les réactions qu'on va voir par sa suite. Donc, après le repas, la digestion et l'absorption, la glycémie augmente dans le 20 portes. Après le passage du sang dans le foie, la glycémie devient normale dans la vincée hépatique. Et donc, comment on peut expliquer ça? Les cellules hépatiques absorbent le glucose du sang hyperglycémique et sécrètent la glycogène synthétase, enzyme qui introduit le glucose dans le glycogène cytoplasmique. Donc, on parle d'un glycogène synthétase. C'est un enzyme qui assure la formation de glycogène. Glycogène synthèse, pardon. Synthèse, c'est un enzyme qui synthétise le glycogène. Alors, un enzyme qui introduit le glucose dans le glycogène. يعني تخلي le glucose في le glycogène cytoplasmique. C'est l'opération la glycogénogénèse. La glycogène معروف. Genèse هي التركيب. La glycogénogénèse. Selon la réaction suivante. C6H10O5N, c'est une molécule de glucose plus une molécule de c'est une molécule de glycogène plus une molécule de glucose. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un enzyme qui s'appelle glycogène synthétase, donc qui va nous donner C6H10O5 N plus 1. Donc il était N, il devient N plus 1 puisqu'on rajoute une molécule de glucose avec la libération d'une molécule de H2O. Donc l'opération, on a dit qu'elle s'appelle la glycogénogénèse avec l'enzyme qui s'appelle glycogène synthétase. L'autre cas, après un jeûne. Donc après une période de jeûne, l'absorption intestinale n'apporte pas de glucose au sang de la 20 portes. On a une hypoglycémie, c'est-à-dire une diminution de taux de glucose dans le sang. Diminution. L'inverse, c'est hyper. Alors, après le passage du sang dans le foie, la glycémie devient normale dans la vincée hépatique. Au niveau, donc qu'est-ce qui se passe? Au niveau du foie, quand le sang est hypoglycémique, les cellules hépatiques sécrètent dans leur cytoplasme la phosphorylase. La phosphorylase, c'est un enzyme cytoplasmique. Qu'est-ce qu'elle fait? Enzyme qui dégrade le glycogène hépatique qui se trouve au niveau du foie hépatique et libère le glucose dans le sang pour augmenter la glycémie. On parle de la glycogénolyse. Lise هي يعني التفكيك أو la dégradation. Glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation de glycogène par l'enzyme phosphorylase. Alors, après une période de jeûne, on assiste à une glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation de glucose par un enzyme qui s'appelle la phosphorylase. Après une période de repas, on assiste à une glycogénogénèse, c'est-à-dire la formation de glucose par l'intermédiaire d'un glycogène synthèse. C'est un enzyme qui assure la liaison ou bien l'introduction de glucose dans le glycogène. Alors, la glycogénolyse, donc, elle est basée sur la présence d'un phosphorylase qui assure la dégradation de C6H10O5N, le glycogène, en C6H10O5N-1. يعني تيتنقص عندنا واحد الجليكوز اللي هو هذا il sera libre dans le sang. Et donc le foie est un régulateur de la glycémie et il apporte du glucose en sang en cas d'hypoglycémie et absorbe le glucose dans le sang en cas d'hyperglycémie. Alors, est-ce que le foie est le seul organe reproducteur, est-ce que le foie est le seul organe organisateur de la glycémie? Alors là, une question très importante. Mais faites attention à cette observation. Le diabète sucré est surtout une maladie des adultes. Le diabète sucré est surtout une maladie des adultes. Mais elle peut apparaître chez
chez un certain enfant. يعني هذا الديابيت كتكون غير عند الناس الكبار، هي مرتبطه بواحد النقص في واحد الهرمون غادي تعرفوا عليه، ولكن قدروا نلقاوها عند لي بوتي لي زونفون. لو ديagnostic de la maladie chez ces jeunes montre une activité normale de foie. يعني هاد الوليدات هادو ولا هاد الشباب هادو كنلقاو عندهم une activité normale de foie. Mais au niveau de pancréas, on trouve des zones détruites par les cellules immunitaires. Donc, le foie, il fonctionne normal. Mais au niveau de pancréas, une région, elle est détruite. Alors, quelle est l'hypothèse qu'on doit poser à ce niveau? Donc, l'hypothèse, c'est que le pancréas participe ou bien intervient dans l'activité du foie pour réguler la glycémie. Donc, on a le foie ou le pancréas. Donc, elle a un rôle. Alors, on va essayer de découvrir le rôle de ce pancréas. On poursuit l'évolution de la glycémie chez un chien ou bien chez un chien sain. Après ablation de pancréas. Un chien, on a ablation, c'est-à-dire enlever. L'ablation يستئصل le pancréas. Donc l'ablation de pancréas, حيدنا له le pancréas. C'est quoi le résultat? Vous faites attention avec moi dans ce graphe de cette courbe. Donc la glycémie, elle a été presque normale, 1 gramme pardon, 1 gramme par litre. Juste après l'ablation de pancréas, donc la glycémie commence à augmenter de façon anormale, donc elle atteint presque 3 grammes par litre. Et donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut conclure? La glycémie était normale. Une fois on réalise l'ablation du pancréas, la glycémie a augmenté. Donc, c'est vrai que le pancréas intervient dans l'activité d'urination. Donc, avant l'ablation de pancréas, la glycémie est stable à 1 gramme par litre. Après l'ablation de pancréas, la glycémie augmente progressivement. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le foie est insuffisant pour réguler la glycémie. Il faut l'intervention d'un pancréas sain. Très bien. Alors, comment comment intervient le pancréas dans la régulation de la glycémie? Qui fait le pancréas? Alors, qu'est-ce qu'on a fait de cette expérience? C'est chez un chien pancréatomisé, pancréatectomisé, يعني واحد الكلب حيدنا له le pancréas. On a réalisé l'ablation de pancréas chez un chien. On reliait l'artère pancréatique, voilà l'artère pancréatique, avec l'artère pancréatique à l'artère carotide et l'artère pancréatique, l'artère pancréatique ديال le pancréas اللي كيدخل الدم للبنكرياس ربطناه مع l'artère carotide اللي خارج من عند العنق ديال الكلب. Et la veine pancréatique et la veine pancréatique هذيك اللي كتخرج الدم من عند الكلب من عند البنكرياس à la veine jugulaire. الفين jugulaire هي اللي كتدخل الدم من عند الكلب pour établir un courant sang, يعني باش يكون le courant fermé ما يقدرش الدم على برا entre le corps et l'animal. Le corps هو le pancréas اللي كنهضروا عليه et l'animal. Et on poursuit l'évolution de la glycémie. يعني وتتبعوا التطور ديال la glycémie. Donc on branche le pancréas et on débranche le pancréas. Vous regardez avec moi les résultats. La glycémie, c'est presque ici 3 grammes par litre. Il a augmenté. Donc cette augmentation de la glycémie est due à le fait que le pancréas est débranché. Donc une fois on branche le pancréas, directement après le branchement du pancréas, on assiste à une diminution jusqu'aux valeurs normales de la glycémie. On débranche encore une fois le pancréas, la glycémie remonte jusqu'aux valeurs anormales. Et là, qu'est-ce qu'on peut, ou bien comme analyse, qu'est-ce qu'on dit? Le branchement du pancréas
ramène la glycémie à la valeur normale. Le débranchement des pancréas entraîne l'élévation de la glycémie. Donc, comme résultat, bien comme conclusion, le pancréas intervient dans la régulation de la glycémie par l'intermédiaire du sang. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le pancréas libère quelque chose dans le sang, Ces choses, bien ces éléments, elles seront transportés par le sang pour faire quelque chose. Et ça, c'est une caractéristique de la communication hormonale. Donc, le pancréas, il libère des hormones. Alors, on va découvrir ça par la suite. L'analyse du sang dans la veine pancréatique a mis en évidence la présence de deux polypeptides, c'est l'insuline et le glucagon. باش قلبنا هذاك لو سون اللي كيخرج من لا فين بانكرياتيك، دونك هذا لو سون اللي كيخرج لينا من لا فين بانكرياتيك، قلبنا هذا لو سون اللي كيخرج من هنا، شنو اكتشفنا؟ لقينا فيه deux hormones, bien deux polypeptides, ce sont l'insuline et le glucagon. Et comme vous voyez ici, le glucagon est composé de 29 acides aminés, les histamine, sérine, glycine, tyrosine, phénylalanine, aspartate, ainsi de suite. Donc c'est une série avec le N terminal et le C de commencement ou bien de départ. Pour l'insuline, il est composé de 51 acides aminés avec donc il est composé principalement de deux sérés, alors que le glucagon est composé seulement des sérés. L'insuline est composée de deux sérés avec 51 acides aminés. Ces sérés, ou bien ces deux sérés, sont liés entre eux par des pentes disulfures, c'est-à-dire deux éléments de sulfate. Alors, c'est quoi la structure du pancréas? Donc, comme vous voyez, voilà notre pancréas, voilà l'artère pancréatique, voilà, elle est connectée avec le sang, et aussi, voilà, comme vous voyez ici, le foie, les vésicules biliaires, les canaux, les canaux de la vésicule biliaire, la veine porte, la veine pancréatique, les canaux pancréatiques, ainsi de suite. Donc le pancréas il est situé entre le foie et le duodénum, ou bien donc c'est la partie proximale du tube digestif. Donc la partie proximale juste après l'estomac. Alors le pancréas est un organe de l'appareil digestif. Elle sécrète dans le duodénum la sucre pancréatique. Le sucre pancréatique, elle intervient dans la dégradation des enzymes, dans la dégradation de la nourriture. Donc c'est un enzyme digestif. En même temps, elle est branchée à la circulation. Le pancréas, donc il est branché à le tube digestif, ou il est branché à la circulation sanguine. Elle libère dans le tube digestif le sucre pancréatique pour dégrader la nourriture, les lipides, les protéines, ainsi de suite. Et aussi, elle est connectée avec la circulation sanguine. Donc, au niveau de la circulation, elle libère, les hormones sanguins entre le foie et l'intestin grêle. L'observation d'une coupe de pancréas dans le pancréas montre deux types de tissus. Des acinées, lorsqu'on fait une observation de pancréas, on assiste à la présence des deux types de tissus. Donc, des tissus extérieurs, des tissus extérieurs. Donc, comme vous voyez ici, cette structure elle est composée de ces 6 cellules. Ce sont les acénies. Les acénies, ce sont les cellules sécrétrices du sucre pancréatique digestif. Les cellules qui sécrètent, donc voilà, ce sont les acénies qui sécrètent. Ce sont les cellules qui sécrètent le sucre pancréatique qui va dégrader la nourriture. À l'intérieur de ces cellules, on a deux types de cellules, blanches et noires. Des îlots de l'ingérence, donc on parle, donc tout ça, ce sont les îlots de l'ingérence, formés de cellules alpha et alpha pariétales, sécrètes de glucagon, et cellules bêta centrales. Alors, vous voyez, les cellules en gris ici, ce sont les cellules centrales. Ce sont les cellules bêta qui vont sécréter l'insuline.
Les cellules pariétales ou bien périphériques, ce sont les cellules alpha qui vont sécréter le glucagon. Donc, juste une minute et je reviens. نعتذر عن هذا الإزعاج الخارج عن إرادتنا. Alors, on a dit que lorsqu'on fait une observation d'une coupe dans le pancréas, donc lorsqu'on réalise une coupe dans le pancréas, donc la coupe montre qu'il existe deux types de tissus. Donc, هذه tissus ou bien هذه acini, donc c'est une acini, le numéro 1 c'est une acini, elle est composée toujours de 6 cellules. Ce sont les cellules qui sont caractérisées par la sécrétion du sucre pancréatique. Donc, ce sont les acini parmi les cellules sécrétrices de sucre pancréatique. C'est un sucre digestif. À l'intérieur, donc ces acini entourent une région qui s'appelle les élos de l'engérance. Les élos de l'engérance sont composés de deux types de cellules. Les cellules pariétales, ce que vous voyez au niveau périphérique, ce sont les cellules alpha. Donc, ces cellules alpha en blanche, ces cellules alpha, ce sont donc le numéro 3, ce sont les cellules alpha. Elles sont caractérisées par la sécrétion de glucagon. Le numéro 4, ce sont les cellules bêta. Ce que vous voyez en gris, ce sont les cellules centrales, ce sont les cellules bêta qui sont caractérisées par la sécrétion de l'insuline. Alors, vous faites attention s'il vous plaît dans ce cas. On vient de ces trois groupes. Rôle de l'insuline et de glucagon. Vous faites attention. Lorsqu'il y a une ingestion de glucose, la glycémie, que va-t-il faire? La glycémie va être augmentée. Une fois la glycémie augmentée, qu'est-ce qu'il va faire l'insuline? Après l'augmentation de la glycémie, aussi l'insuline augmente. Pourquoi? Pour réguler cette glycémie. Est-ce qu'on a besoin de glucagon dans ce cas? Non, on n'a pas besoin. Donc la quantité de glucagon, elle diminue en même temps. Alors, lorsque l'insuline augmente, elle va rester stable jusqu'à la glycémie commence à diminuer et aussi l'insuline en même temps commence à diminuer jusqu'à le retour à sa valeur normale. La même chose que la glycémie et le glucagon aussi, elle revient à la valeur normale. Et donc, on peut conclure à partir de si c'était l'inverse, si on est en jeûne, si on était à jeûne, que va-t-il faire? Donc, la glycémie, elle va être diminuée. Qu'est-ce qu'il va faire l'insuline? L'insuline, elle va être diminuée, mais le glucagon, il va augmenter. Pour que la glycémie reprend sa valeur normale ou bien augmente aussi. Donc, dans le cas inverse, l'insuline va être diminuée et le glucagon va être augmenté. Alors, chez une personne saine, avant l'ingestion de glucose, la glycémie est stable. L'insuline est stable en très faible quantité. Le glucagon est sécrété en quantité stable, environ 45 fois 10 à la puissance moins 15 mol par litre. L'ingestion de glucose provoque l'élévation de la glycémie. Parce que le glucose la glycémie, c'est normal. Une grande sécrétion de l'insuline et une diminution de la sécrétion de glucagon. La sécrétion de l'insuline ou la sécrétion de glucagon. Après 60 minutes, commence à regagner sa valeur normale. Donc, juste
après 60 minutes, commence à regagner sa valeur normale. La sécrétion de l'insuline diminue progressivement pour revenir à l'initial et la sécrétion de glucagon augmente la valeur de départ pour qu'il revienne à la valeur de départ. Alors, c'est quoi l'action de l'insuline et c'est quoi l'action de la glucagon? Alors, voilà, on a juste ici, donc on a ici la quantité de l'insuline, la variation de glucagon, pardon, et la quantité de glycine. Donc, vous faites attention, s'il vous plaît, avec moi. Le graphe discontinu représente la glycémie, donc on le lit dans cet axe. Et l'autre graphe représente le glucagon, on le lit dans cet axe. Alors, avant l'injection de glucagon, la valeur de glucagon, il a été presque stable, la même chose que la quantité de glycine. Une fois on injecte le glucagon, la quantité de glycémie augmente. C'est-à-dire, c'est quoi la glycémie? C'est le taux de glucose. Donc, le taux de glucose dans le sang augmente. Donc, devient le glucose qui a augmenté, qui a permis l'augmentation de cette glycémie. Donc, cette glucose, elle provient de quoi? Elle provient de glycogène qui a diminué. Donc, l'injection de glucagon, elle a provoqué la transformation de glycogène qui diminue ici, la transformation de glycogène en glucose qui a permis d'augmenter la glycémie. Donc, on assiste à une diminution de glycogène et une augmentation de la glycémie, c'est-à-dire une augmentation de taux de glucose dans le sang. Et donc, le rôle ou bien l'action de glucagon, c'est hydrolyser ou bien c'est stimuler l'hydrolyse de glycogène ou bien la transformation de glycogène en glucose. L'autre partie, une fois on réalise une ablation de pancréas, on assiste à une diminution de taux de glycogène hépatique. فاش كنحيدوا لو بانكريا كينقص لينا لو غليكوجين اللي كاين في الكبده بشحال الشكل كبير الى ان ينعدم. Donc هنا il y a quelque chose dans le pancréas qui régule ou bien qui contrôle la présence de glycogène. شنو هي هاد لو سونج؟ qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est lorsqu'on donc dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait? On injecte des injections, on réalise des injections répétitives d'insuline. Alors, lorsqu'on réalise des injections d'insuline, on assiste à une augmentation de la quantité de glycogène. Et donc, quel est l'élément responsable du contrôle de taux de glycogène dans l'hépatique? C'est quoi? C'est le pancréas. Donc, une fois, c'est le pancréas et principalement les cellules bêta qui sécrètent l'insuline. Donc, une fois on injecte l'insuline, on assiste à une augmentation de taux de glycogène hépatique. Et donc, l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? L'insuline, elle stimule la formation de glycogène. Elle stimule la formation de glycogène, c'est-à-dire elle assure ou bien elle stimule la transformation de glucose en glycogène ou bien la liaison de glucose avec le glycogène. Alors, comme résultat, comme analyse, l'injection de glucose de glucagon augmente la glycémie et diminue le taux de glycogène hépatique. Donc, c'est juste l'analyse. L'ablation de pancréas diminue le taux de glycogène hépatique. L'injection de l'insuline rétablit le stock de glycogène hépatique. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le pancréas sécrète dans le sang l'insuline et le glucagon. On l'appelle des glandes endocrines, c'est-à-dire elles le sécrètent. Endocrine, endo, c'est-à-dire à l'intérieur. Crine, c'est-à-dire par les glandes. Alors, endocrine, donc, elles sécrètent dans le sang. Elles sécrètent les hormones, l'insuline et le glucagon dans le sang. L'insuline et le glucagon sont transportés par le sang pour agir sur un autre organe qui est, l'organe, c'est le foie. On l'appelle des hormones. Mais le pancréas, à partir du pancréas,
l'insuline et le glucagon sont transportés par le sang jusqu'au foie pour soit augmenter le taux de glycogène ou bien hydrolyser le glycogène. Alors, quelles sont les cellules cibles au niveau des cellules cibles hépatiques, l'insuline augmente la perméabilité de la membrane cytoplasmique au glucose. يعني خلايا الهدف شنو كيدير الانسولين؟ كيخلي هاد الخلايا الهدف تدخل le glucose et induit la synthèse de la glycogène. Donc, il assure aussi la fabrication ou bien la production de glycogène, de la glycogène. Synthétase qui introduit donc induit la synthèse de glycogène synthétase يعني كيخليها تركب لنا الانزيم او لا تحفز التركيب ديال الانزيم. Donc le rôle de l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle permet l'introduction de glucose dans le cytoplasme. Donc, elle augmente la perméabilité de cellules, la perméabilité membranaire cytoplasmique au glucose. يعني كيسمح للخلايا باش تدخل le glucose. Et il induit la synthèse de la glycogène synthétase. يعني كيحفز التركيب ديال الانزيم. هذا الانزيم qu'est-ce qu'il fait? Il introduit le glucose dans le glycogène. يعني il permet de liaison des glucoses avec le glycogène pour ou bien d'où l'augmentation du taux de glycogène hépatique et diminution du taux de glucose sanguin. L'insuline est un hormone hypoglycémique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans les autres cellules cibles? Alors, l'hormone, c'est toujours l'insuline. Les cellules cibles, يعني فين كي agit l'insuline ou fonctionne l'insuline. Soit, donc, elle a des récepteurs spécifiques de l'insuline au niveau des cellules hépatiques, musculaires, adipeuses et quelques autres cellules de corps. Alors, qu'est-ce qu'elle fait au niveau des cellules hépatiques? Alors, au niveau des cellules de foie, elle absorbe l'insuline, assure l'absorption du glucose et la synthèse de glycogène par l'intermédiaire ou bien par le fait qu'il induit la synthèse de la glycogène synthétase et c'est l'enzyme qui introduit le glucose dans le glycogène. Au niveau de cellules musculaires, il existe aussi des récepteurs spécifiques pour l'insuline. Qu'est-ce qu'elle fait l'insuline ici? Elle absorbe le glucose, ou bien elle assure l'absorption de glucose et aussi la synthèse de glycogène. Donc c'est presque la même chose que les cellules hépatiques. Au niveau du tissu adipeux, elle absorbe le glucose et transforme le glucose en lipide. يعني كيتحول هذيك السكريات اللي هي للشحمه. هذيك السكريات هي يعني بحال الناس اللي كنلقاوهم تياكلوا الحلاوه بزاف، داكشي علاش كنلقاوهم غلاضين. دونك هذا سي ان فوا ميتابوليك، سي ان اوتر فوا métabolique. Autre cellule de corps, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, absorption du glucose et sa consommation. يعني كيتكال le glucose تيتهضم وتيتحرق في les autres cellules. Alors, au niveau des cellules cibles hépatiques, le glucagon, donc هنا vous faites attention. L'insuline elle a des récepteurs spécifiques. بحال تنقولوا l'insuline هو واحد الساروت ولي سيليل سيبل هما واحد الباب. دونك هنا الانسولين يعني هو الساروت ديالش اولا عنده يعني هاد الساروت ديال الانسولين يقدر يحل لينا بزاف ديال الابواب. شكون هما؟ لي سيليل هيباتيك، لي سيليل ميسكولير، لي سيليل اديبو اي كلكو اوتر سيليل دو كور. يعني بحال غنقولوا عندنا ساروت كيقدر يحل لينا واحد 4 البيبان ولا 5. مفهوم؟ دونك علاش كنقول ساروت؟ لان il faut une certaine complémentarité entre la structure ou bien la structure de l'hormone et la structure de son récepteur. S'il n'y a pas de complémentarité entre la structure de l'hormone et de son récepteur, on n'aura pas une action de l'hormone sur ce récepteur. Donc il y a une certaine spécificité. Chaque hormone et là son récepteur spécifique. Au niveau des cellules cibles, donc si vous voulez, les cellules cibles de l'insuline sont les cellules hépatiques, musculaires et adipeux et d'autres cellules de corps. Par contre, au niveau des cellules cibles de l'hépatique, le glucagon induit la synthèse de la phosphorylase.
هنا le glycagon elle n'a que les cellules hépatiques pour agir. Donc, ils ne peuvent pas faire des réactions au niveau d'autres cellules, par exemple cellulaires ou adipeux. Mais on touche les récepteurs des autres cellules que les cellules hépatiques. Donc, le récepteur de glycagon, il se trouve seulement au niveau des cellules hépatiques, les cellules de foie. Le glycagon induit la synthèse de la phosphorylase. Il induit la synthèse et la phosphorylase, ou bien l'enzyme phosphorylase qui dégrade le glycogène en glucose qui est libéré dans le sang, d'où diminution du taux de glycogène hépatique et augmentation du taux de glucose sanguin. Le glycagon est un hormone hyperglycémie يعني كيرفع علينا من قدرة يعني من كمية الجليكوز في الدم. دونك سي ان هرمون hypoglycémion. لي سيليل سيبل ديالو هما لي سيليل هيباتيك ما عندوش انوكسين. ان رومارك دون لو كور سول لانسولين اي الهرمون hypoglycémique يعني الهرمون الوحيد اللي كيخفض لينا الدم، اللي كيخفض عفوا نسبة الجليكوز في الدم هو الانسولين. Alors, toute sécrétion anormale par les cellules bêta conduit à un diabète sucré. يعني إلا هذيك les cellules bêta il a subi un dysfonctionnement ou bien un déséquilibre, donc il va subir un diabète. Toute sécrétion anormale, c'est-à-dire non contrôlée, c'est-à-dire non contrôlée, anormale, non contrôlée. Alors que les hormones hyperglycémiques sont nombreux. Donc, vous faites attention. L'insuline a beaucoup de cellules cibles, hépatiques, musculaires, adipeux et autres cellules. Le glycagon a une cellule cible liée les cellules hépatiques. Yani, au niveau des cellules hépatiques, on peut trouver les récepteurs de glycagon et les récepteurs d'insuline. Mais attention, le seul hormone hypoglycémique, c'est-à-dire qu'il a pas, et ça c'est logique. Donc pour attaquer l'hyperglycémie, donc on peut agir de différentes cellules. Mais pour attaquer l'hypoglycémie, on agit seulement par le glycagon et seulement au niveau hépatique. Alors, dans le corps, seule l'insuline est l'hormone hypoglycémique. Toute sécrétion anormale par les cellules bêta conduit au diabète sécré, alors que les hormones hyperglycémiques sont nombreux. Mais qui est le glycagon? En plus du glycagon, on trouve par exemple l'adrénaline et le cortisol. Dans le corps, on trouve plusieurs glandes endocrines qui sécrètent plusieurs dizaines d'hormones dans le sang qui les transportent vers les cellules cibles sans aucune erreur. Les hormones sont spécifiques. يعني هنا عندنا بزاف ديال الغدد. Donc on a plusieurs glandes endocrines. glandes endocrines يعني غدد التي تفرز الهرمونات في الدم. الهرمونات تنقل عبر الدم. plusieurs endocrines وما عندناش هذيك العشوائيه ديال هاد الهرمون غادي يمشي لعند هاد العضو. لا، chaque hormone elle a un récepteur spécifique dans son cellule cible quel que soit le tissu. مفهوم؟ اذا كل هرمون عنده واحد المستقبل خاص به في واحد الخليه هدف ديالو. les hormones donc sont spécifiques. vous faites attention s'il vous plaît la spécificité des hormones. alors كما هضرنا عليها قبيله la spécificité des hormones est due à des récepteurs spécifiques de l'hormone. Donc chaque hormone il a son récepteur spécifique qui n'existe que sur les cellules cibles. La reconnaissance entre l'hormone et son récepteur est due à une complémentarité de structure. Donc cette complémentarité de structure ou bien cette complémentarité de la structure spatiale de l'hormone et de ses récepteurs كاين واحد التكامل بحال ما بين المستقبل والرساله. الرساله هو الهرمون تعتبر ان بروميير ميساج والمستقبل ديالو كتكون عنده. دونك هذاك المستقبل عنده واحد مثلا كان الهرمون على شكل مثلث، المستقبل تيخصو يكون على واحد الشكل مكمل للمثلث. يعني فين غير الا ما كان المستقبل على شكل مربع مكمل للمربع والهرمون على شكل مثلث ما يمكنش. دونك خصنا يكون الهرمون على شكل مربع باش يكون هذاك التكامل. اذا
L'union entre l'hormone et le récepteur membranaire permet l'activation d'une protéine membranaire. C'est le premier messager G. C'est la protéine G. Alors, la protéine G active une enzyme de l'adénylcyclase qui transforme l'ATP en AMP cyclique, considérant comme la deuxième messager dans le cellule cible. Celui-ci induit la réaction de la cellule cible. Donc, vous voyez tout ça, s'il vous plaît. Vous faites attention. On passe par plusieurs étapes. Alors, tout d'abord, en milieu extracellulaire, à l'extérieur de la cellule. La deuxième partie au niveau de la membrane cellulaire ou bien plasmique, et la troisième partie à l'intérieur de la cellule ou bien au niveau du cytoplasme. Vous faites attention, s'il vous plaît. À l'extérieur de la cellule, qu'est-ce qu'on a? Un hormone, quelle que soit l'insuline ou bien le glucagon. Pour que l'hormone se fixe sur son récepteur, il faut que le récepteur soit spécifique, c'est-à-dire qu'il existe une complémentarité entre l'hormone et son récepteur. Une fois l'hormone est complémentaire au récepteur, c'est-à-dire spécifique à ce récepteur, on assiste à une activation de ce qu'on appelle le protéine G. Le protéine G, une fois elle est activée, elle fixe le GTP et libère le GDP. Donc, guanine triphosphate, elle devient guanine diphosphate. Donc, GTP, elle se transforme en GDP, c'est-à-dire 2 phosphores, plus le phosphore avec une libération d'énergie. De l'autre côté de la membrane plasmique, on aura, donc une fois le protéine G transforme GTP en GDP plus PE, elle va activer activation de l'adénylcyclase. Une fois cette adénylcyclase est activée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle hydrolyse l'ATP pour qu'elle devienne ADP plus PE, et elle hydrolyse l'ADP encore une fois pour qu'il devienne AMP. Alors ATP a 3 phosphate hydrolysé en ADP plus PI, c'est-à-dire A2 ou bien D phosphate. Le ADP résultat de l'hydrolyse de l'ATP, il est encore une fois hydrolysé pour qu'il devienne A monophosphate, AMP cyclique. Cet AMP cyclique, c'est le second messager. Et donc par la suite, on aura donc plus que l'hormone est fixée son récepteur, plus que le protéine J, plus qu'on aura hydrolyse de GTP en GDP, plus qu'on aura activation de l'adénylcyclase, plus qu'on aura hydrolyse de l'ATP en ADP et de l'ADP en AMP, et plus qu'on a de l'AMP cyclique, on aura une transformation de protéine kinase latente à l'état actif. Donc cette protéine kinase, par l'intermédiaire de l'AMP cyclique, elle passe de l'état inactif à l'état actif, et donc on aura une activation de la protéine kinase. Et la protéine kinase à l'état actif, elle fait beaucoup de réactions au niveau de l'intracellulaire, donc elle va faire une induction de réactions dans les cellules cibles, par exemple activation des enzymes, sécrétion, modification de la perméabilité de membrane. Donc, une fois cette protéine kinase est active, il va faire beaucoup plus, donc plus que ce que vous imaginez. Ils peuvent même fabriquer des enzymes, ils peuvent activer des enzymes, sécréter quelque chose, modifier la perméabilité de membrane. Donc, une fois la protéine kinase est active, il peut faire plusieurs choses au niveau de l'intracellulaire. Et parmi ces choses, soit il va activer la formation des enzymes phosphorylase, ou bien la fonctionnement de l'enzyme phosphorylase, ou bien du glycogène synthétase. Donc, en conclusion, la glycémie est une constante physiologique dont la régulation biologique est due à une corrélation hormonale entre les différents organes. Les organes qui le pancréas et le foie. Le foie, il réalise le stockage. Le pancréas, il libère l'insuline et les glucagons, et bien précisément au niveau des élans dans l'ingérence. Les cellules bêta centrales sécrètent l'insuline. Les cellules pariétales qui entourent les cellules bêta, ce sont les cellules
alpha qui sécrète le glucagon. Donc, il existe un certain mécanisme. Donc, voilà la fin du premier chapitre, la communication hormonale. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions. À très bientôt.